Notre invité Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le Premier ministre Édouard Philippe sur RTL ce matin a estimé que la proposition de conférence de financement de Laurent Berger de la CFDT était une bonne idée. Alors c'est quoi la conférence de financement? C'est autour de l'âge pivot, 64 ans, on ouvre un grand débat, une grande conférence. Pas seulement. Ah bon? Non, parce qu'au fond, le Premier ministre a toujours dit que cette réforme des retraites, qui est une réforme de justice sociale, était aussi une réforme de responsabilité et qu'il fallait aboutir à un équilibre du système, un équilibre financier du système. C'est la condition même de la survie du système par répartition, où ceux qui travaillent payent pour ceux qui sont à la retraite. Et donc, cette équilibre financier, cette responsabilité liée à cela, ça va au-delà, je crois, de la simple question de l'âge pivot. Ça l'englobe, mais il me semble que ça va au-delà. Et là-dessus, le Premier ministre, a toujours dit... Le PM, j'adore ça. A toujours dit qu'il était favorable à cette réflexion. Oui, mais d'accord, Nicole Belloubet, je veux bien. Bon, il y a, c'est ce que dit le Président de la République, il y a quoi? Il y a la réforme par points, on change de système, on est d'accord, et parallèlement, on garantit le financement, on est d'accord. Mais vous savez très bien que ça bloque. Chez certains, notamment la CFDT et d'autres, les syndicats dits réformistes, mais pas que. Ça bloque. 64 ans, ça veut dire qu'on retarde l'âge de départ à la retraite. Oui, mais donc, ça s'accompagne. Le Premier ministre a été très clair. Il a toujours dit qu'il faisait cette proposition de l'âge pivot parce qu'il considérait que c'était un des moyens d'assurer l'équilibre du système. Mais il a toujours dit également que si les organisations syndicales qui voulaient entrer dans cette réforme-là proposaient des systèmes différents, il était prêt à les étudier. Eh bien, c'est ce qu'a proposé Laurent Berger. C'est ce qu'a proposé Laurent Berger. Une conférence de financement, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Il faut expliquer. Ça veut dire que parallèlement à la mise en place, aux discussions autour, je ne sais pas, de la pénibilité, des carrières longues, du fait, on ouvre une conférence, du minimum également. De retraite, parce du que minimum c'est un point de retraite, on est d'accord. On ouvre une conférence pour trouver le moyen de financer, de garantir le financement. C'est-à-dire, on ouvre une conférence parallèlement. Pendant, si j'ai bien compris, pendant qu'on discute à l'Assemblée nationale du projet de loi, on pourrait ouvrir une conférence. Mais vous savez, le texte des retraites, tel qu'il va être présenté en Conseil des ministres le 24 janvier, c'est un texte qui sera forcément un texte cadre, qui ne pourra pas entrer dans l'ensemble des détails, profession par profession, thématique par thématique. Et donc, bien entendu, ce texte connaîtra des suites. Et c'est cela, sans doute, qui pourrait être possible dans le cadre de ces négociations. C'est-à-dire une conférence en parallèle qui permettrait de réfléchir collectivement. Tous les syndicats, le gouvernement, si je veux, ou seulement tous les syndicats? À condition, avec le gouvernement, j'imagine. Avec le gouvernement, pour fixer les conditions financières de la réforme. Le Premier ministre a été très clair. Il faudrait, ce matin, il a dit précisément que si nous allions vers cela, il faudrait qu'il y ait un contenu, un calendrier, un mandat précis qui soit donné à cette conférence. C'est-à-dire qu'on ne s'engage pas dans quelque chose de flou, il y a des objectifs et cette responsabilité que nous devons porter collectivement. Franchement, voilà une avancée, non? Ce matin, depuis la proposition de Laurent Berger. Voilà, il y a eu la proposition de Laurent Berger, la réponse ce matin du Premier ministre. Le Premier ministre rencontre les organisations syndicales tout à l'heure. Il faut que tout cela se concrétise. Non, ça, on est bien d'accord, mais il y a une avancée depuis dimanche soir. Je trouve que c'est un pas en avant qui est important. C'est un pas en avant mais c'est un pas en avant, le gouvernement fait en direction de Laurent Berger, des syndicats réformistes. Là encore, le premier des syndicats réformistes, puisque évidemment, ça suppose qu'on accepte d'entrer dans le régime universel. Que l'ensemble des partenaires acceptent d'entrer dans le régime universel. Et par ailleurs, le Premier ministre là aussi a été très clair, on ne peut pas faire des avancées de manière unilatérale. C'est-à-dire qu'il faudra bien entendu que les organisations syndicales partenaires, là encore, fassent des avancées l'un vers l'autre. C'est l'art du compromis. C'est l'art du compromis, rapide. Demandé par le président de la République. Évidemment, nous ne pouvons pas rester dans cette situation de tension sociale. Ça n'est pas possible ni pour le pays, ni pour nos concitoyens. Il faut trouver ce compromis, il faut trouver cette solution. Bien. D'autant plus que le texte est déjà au Conseil d'État. Oui.
Mais c'est normal, ça. C'est normal. Expliquez-nous quand même. Lorsque vous avez un texte qui doit passer en Conseil des ministres à une date précise, il doit avoir un mois auparavant été présenté au Conseil d'État. Mais au cours de l'examen par le Conseil d'État, les choses peuvent évoluer. Donc ça n'est pas bloquant. Il peut être complété. Il peut être complété, il peut être modifié. C'est ce qu'on appelle des saisines rectificatives. Alors, tout cela est très courant. Est-ce que ça veut dire ce matin que vous appelez, compte tenu de ces avancées qui vont être discutées aujourd'hui et de ces propositions faites ici et là, est-ce que vous appelez ceux qui font la grève, est-ce que vous les appelez à cesser tout mouvement de grève? Mais ça, évidemment, je les appelle à cesser tout mouvement de grève tout en respectant le droit de grève. Mais si vous voulez, je crois que nous sommes dans une phase de négociation extrêmement intense et je crois qu'il est important, non pas qu'il y ait une pression, mais qu'il y ait au contraire une écoute attentive pour aboutir à cette solution. Une pression. Est-ce que demander la cessation d'un mouvement de grève, c'est une pression? Le droit de grève est un droit qui est reconnu. Non, mais d'accord, oui. Non, mais ça, c'est échappatoire. Non, c'est pas une échappatoire. Non, mais ça fait 5 semaines. Ça suffit. Oui, je trouve que là, nous sommes vraiment en voie de négociation finale. J'espère qu'elles vont aboutir, donc je pense qu'il faut que chacun retourne à ses occupations. Et notamment les avocats doivent retourner à leurs occupations. Je le souhaite. Nicole Belloubet. Bien sûr, je le souhaite, puisque, comme vous le savez, évidemment, les avocats sont partie prenante de toutes les contentieux, c'est même indispensable à notre état de droit et bref, ils sont vraiment partie prenante de tout le fonctionnement de la justice. Ils ont une capacité de blocage de notre système. Et, ils veulent désorganiser la mécanique judiciaire. Oui, bon, très bien. Mais je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage parce qu'il y a les droits des justiciables qui sont ici en cause et qu'évidemment, ils méritent d'être défendus. Et je trouve que c'est d'autant plus regrettable que nous avons un dialogue constant avec les avocats. Ce n'est pas ce qu'ils disent. Contrairement à ce qu'ils écrivent parfois. Et je dois le dire ici clairement, nous avons rencontré à de très nombreuses reprises les représentants des avocats, les 3 représentants des avocats, c'est-à-dire le barreau de Paris, les barreaux de province et la Conférence nationale des barreaux. Nous les avons rencontrés à de nombreuses reprises. Moi-même, avec Jean-Paul Delevoye, il y a quelques semaines, nous les avons rencontrés personnellement à 2 reprises. Ma porte est constamment ouverte. J'ai eu Madame Ferral-Schul, qui est responsable des barreaux. Je l'ai eu au téléphone avant-hier, je lui ai fait des propositions de rendez-vous à nouveau. Donc nous sommes en dialogue constant, et non seulement un dialogue formel, mais il y a des propositions concrètes qui ont été faites. Alors regardons, parce que voilà ce que disent les avocats. Pourquoi ce gouvernement n'entend-il que les professions qui bloquent ou qui menacent de bloquer la France? Mais non, mais c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Policiers, personnel navigant de l'aérien, les routiers, les marins... Ça n'est pas exact. Si je prends mon ministère, les surveillants pénitentiaires n'ont pas bloqué les surveillants pénitentiaires ont été entendus. Mais ils n'ont pas bloqué. Non, mais ils vont conserver. Ils vont entrer dans le régime universel. Non, ils vont entrer dans le régime universel et on prendra en compte la dangerosité de leurs fonctions. Comme cela a été exprimé pour les avocats. Nous avons fait des propositions importantes. Ils ont une caisse autonome, un régime autonome qu'ils ne veulent pas perdre. Ils disent qu'ils ont un régime autonome, ce qui est absolument exact. Et donc, par principe, ils formulent l'idée qu'ils ne veulent pas intégrer le régime universel. Ils disent le régime universel, d'accord, mais pas pour nous. Mais dès lors, ça n'est plus un régime universel. Il faut entrer dans le régime universel et je leur ai proposé de faire évoluer un certain nombre de critères pour évidemment que ça ne les pénalise pas. Les cotisations hors retraite pourraient diminuer pour compenser la hausse des cotisations retraite. Nous avons dit qu'ils garderaient leurs réserves. Nous avons également dit que la transition pourrait être très longue et nous sommes ouverts à d'autres propositions. Tout cela leur a été dit et l'ouverture que je dis aujourd'hui, que je formule à nouveau aujourd'hui, elle est réelle. Donc, je souhaiterais, plutôt que de bloquer le fonctionnement des juridictions, qu'ils puissent venir à notre rencontre pour continuer à dialoguer. Oui, ils disent les cotisations passeront de 14 à 28%. C'est ce que je suis en train de dire. Pour éviter cette... Pour ceux gagnant moins de 40 000 euros par an, c'est ce qu'ils disent. Donc je réponds, Jean-Jacques Bourdin, je réponds à aujourd'hui, retraite minimum. Vous me laissez terminer, je réponds à cela que puisque les cotisations retraite augmenteront, nous allons baisser les cotisations hors retraite. De la sorte, l'augmentation sera moindre.
évidemment. Lycée, par exemple, pour le système des avocats, mais non pas à zéro. Lycée. Laissez-moi terminer. Oui. Pour l'avocat qui gagne 40 000 €, ça pourrait faire une baisse de 8 points, qui est évidemment très importante. Si nous ajoutons à cela la transition longue, si nous ajoutons à cela le fait que nous pourrions prendre en charge d'autres éléments qui viendraient abaisser ces cotisations, je pense qu'il y a de quoi négocier. Mais ils disent, avec notre caisse, la retraite est au minimum de 1 416 € par mois. Et alors, qu'est-ce qui nous empêche de mettre en place un système de solidarité? Cela, nous sommes prêts à en discuter avec eux. C'est tout à fait possible. C'est-à-dire solidarité? Bien, les 1 400 € par mois que vous évoquez là, oui. C'est une forme de solidarité, puisqu'ils garantissent finalement aux avocats qui auraient le moins de revenus, ils garantissent cette solidarité minimale des retraites. Qu'est-ce qui empêche de réfléchir à un mécanisme contributif pour les plus hauts revenus des avocats qui nous permettrait de rendre bénéficiaires les avocats qui ont le moins de revenus au moment de leur retraite? Tout cela est à construire, c'est cela que je veux faire avec eux. Bien, Nicole Belloubet, les attentats, Charlie, Hyper Cacher, c'était il y a 5 ans. Et c'est toujours très douloureux. Les procès auront lieu au printemps. Oui, au mois de mai. Oui, absolument. De mai jusqu'à juillet. Oui. De mai jusqu'à juillet. Oui, parce qu'il y a... J'ai une question à vous poser. 5 ans après, qui ose aujourd'hui encore critiquer les religions ? Est-ce qu'il est encore possible de critiquer les religions? Vous voulez dire comme je le faisais, comme le fait Charlie Hebdo? Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que ça a évolué? Je trouve que ce doit être toujours possible. Parce que je crois qu'il y a une forme à la fois de respect que l'on doit avoir par rapport à la liberté de conscience et à la liberté de religion, c'est dans notre Constitution, c'est dans notre Déclaration des droits. Mais je trouve en même temps qu'il ne faut pas perdre de vue un regard satirique qui fait partie de la liberté d'expression, qui est finalement le propre aussi des démocraties. Et donc, je trouve que cet équilibre-là doit être préservé, chacun devant comprendre de quoi il s'agit. Que disait le président de la République lors de ses vœux? Nous devons lutter avec détermination contre les forces qui minent l'unité de la nation. C'est ce qu'il disait. Je vois trop de divisions au nom des origines, au nom des religions. Bientôt, des annonces, début février. Oui, nous travaillons sur cette question du communautarisme. Oui. Alors, à la fois, sur un double volet, dans l'action et dans la répression. Dans l'action, parce que, au fond, dans les quartiers où les phénomènes communautaristes sont les plus présents, je pense que le Premier ministre le dira, le Président de la République également, il doit y avoir une action extrêmement puissante de l'État. Quelle peut être cette action? Faire travailler avec les associations, travailler avec les représentants de l'État. Parce qu'on ne travaille pas aujourd'hui avec les associations Si, Jean-Jacques Bourdin. Franchement, les résultats ne sont pas là. Non, mais il y a peut-être à faire plus dans un certain nombre de lieux. Parce que la lutte contre le communautarisme est en panne. Je trouve que c'est excessif. Lorsque vous prenez les quartiers de reconquête républicaine, où il y a eu, je dirais, un coup de poing massif en termes de présence des forces de l'ordre, en termes de justice, eh bien les choses évoluent en termes d'éducation. En termes d'éducation, les choses évoluent. Mais il nous faut être, je crois, encore plus prégnants. Donc je disais l'action et également la répression. Alors la répression, ça peut être quoi? Je vais adresser dans les jours qui viennent des instructions au procureur général, au procureur de la République, pour rappeler l'ensemble du panel qui existe en termes de répression pénale lorsqu'il y a des actions qui interviennent au nom de la religion. Mais par exemple, lorsqu'on contraint des femmes à faire telle ou telle chose, lorsqu'on empêche, lorsque les gamins ne vont pas à l'école, sont déscolarisés et suivent des enseignements sur Internet qui ne sont pas conformes à l'idéologie républicaine, les parents seront pénalisés? Je ne dis pas que les parents seront pénalisés. Nous allons travailler vraiment pour que nous puissions, mais pourquoi pas d'ailleurs dans un certain nombre de cas, nous allons travailler vraiment pour qu'il y ait un coup de poing et des actions fortes. Un coup de poing, vraiment? Oui, je crois que c'est important. Début février, il va y avoir un coup de poing. Vous savez qu'il est temps. Si c'est début février. Vous savez qu'il est temps. Est-ce que vous avez été frappé comme moi par ce qui s'est passé à Metz? À Metz, les forces de police sont intervenus, ont neutralisé un homme qui s'apprêtait à porter des coups de couteau
cet homme a été blessé, eh bien les habitants, des jeunes, s'en sont pris aux policiers. Oui, parce que les policiers sont intervenus. Ça n'est pas acceptable. Au nom du communautarisme. Ça n'est pas acceptable. Ça n'est pas acceptable. Les forces de l'ordre sont là pour faire respecter l'ordre républicain. Ça n'est pas acceptable. Oui, ça n'est pas acceptable, d'accord, mais c'est insuffisant, non? Ça n'est pas acceptable. Non, mais c'est déjà le constat de montrer que la République est présente partout. Ensuite, ce que je viens de vous dire à l'instant, il y a quelques secondes, est également très important, c'est-à-dire l'idée que sur certains territoires, nous ayons vraiment une action massive en termes de services publics, en termes de présence des associations. Ça se traduira par des annonces concrètes. Et lorsqu'on tue, la question est posée par certains et certaines, et je la comprends. Lorsqu'on tue au nom d'Allah, un vendredi avec un couteau, est-ce que l'excuse du déséquilibre mental tient? Franchement. Je vous pose la question. Les choses sont un peu plus compliquées si vous parlez bien sûr de l'affaire de ce qui s'est passé à Villejuif. Sarah Halimi. Et puis Villejuif. Et Villejuif également. Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit, et dans un état de droit, on ne juge pas les personnes qui sont irresponsables pénalement. Je crois que c'est très important dans le cadre de cet état de droit. Quant à la définition de l'irresponsabilité pénale, c'est une définition qui est portée par des juges, dans des audiences publiques, où les parties civiles peuvent s'exprimer. Et donc, ces garanties de procédure sont, je le crois, la marque du respect de l'état de droit. Cela dit, si nous prenons par exemple l'affaire Sarah Halimi, et je reçois, en suivant votre émission, je reçois le grand rabbin pour évoquer ces sujets-là, la reconnaissance de ce que c'était un crime antisémite a été faite par les juges. Donc il y a... Une bouffée délirante suite à une prise de cannabis rend irresponsable. C'est-à-dire que si je prends du cannabis et si je suis en bouffée délirante, je peux aller tuer quelqu'un et je suis irresponsable. Il était au moment des faits. Traoré a été au moment des faits en première instance, puisque vous savez qu'il y a, par la chambre de l'instruction de la cour d'appel, puisqu'il y a un recours qui a été formé, il a été considéré par 7 experts comme ayant une bouffée délirante, et 6 des 7 experts ont reconnu que ça avait totalement aboli son discernement. Et donc, on retombe dans ces règles fondamentales qui font qu'on ne juge pas une personne qui est pénalement irresponsable. Pourquoi est-ce que le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête sur Gabriel Matzneff pour viol sur mineur? Pourquoi? Les faits sont prescrits, non? Le parquet s'est saisi d'initiative. Là encore, c'est une règle de notre état de droit où le parquet se saisit d'initiative. Je vous rappelle que ce n'est pas la garde des Sceaux qui donne des instructions individuelles au procureur, c'est le parquet. Et le parquet, à la lecture du livre de Madame Springora, a considéré qu'il fallait ouvrir une enquête pour voir si le parquet suit l'opinion publique, quoi, si j'ai bien compris. Il ne suit pas l'opinion publique. Il applique finalement la loi qui a été votée, que j'avais portée devant le Parlement avec ma collègue Marlène Schiappa, en 2018, qui est une loi qui finalement trouve là son application. Puisqu'on avait dit alors que, au fond, en dessous de 15 ans, on ne pouvait pas avoir de consentement. Enfin, les juges pouvaient apprécier si le consentement existait alors qu'il y avait une différence d'âge très importante. Nous sommes dans cette situation-là. Nous sommes dans cette situation-là. Et le parquet a considéré qu'il fallait voir, au-delà de la situation de l'auteur du livre Le Consentement, s'il n'y avait pas d'autres faits qui pouvaient également... Est-ce que Gabriel Matzneff sera jugé un jour? On n'en est pas là. On n'en est pas là du tout. On n'en est pas là du tout. C'est le parquet qui a décidé. Je vous pose simplement la question. Non, mais on n'en est pas là du tout. Aucunement. Oui, bien, j'entends bien, mais d'une part, moi, je suis incapable de le dire. Et nous en sommes au stade d'une enquête qui a été ouverte par le parquet de Paris. Merci, Nicole Belloubet, d'être venue nous voir ce matin. Merci à vous. Il est 8h53. Vous êtes sur RMC et BFM TV.